Elle parlait 9 langues. Elle dirigeait le royaume le plus riche de la Méditerranée. Elle a tenu tête à Rome pendant 20 ans. Et pourtant, dans la mémoire collective, il ne reste presque rien de tout ça. On a retenu une séductrice. Une femme qui aurait conquis 2 des hommes les plus puissants de son temps, avec son corps et rien d'autre. On a retenu une beauté fatale. Sauf que ses propres pièces de monnaie montrent un nez fort, un menton lourd, un visage loin des canons. On a retenu une Égyptienne aux yeux noirs, sauf qu'elle était grecque, macédonienne, la dernière d'une dynastie venue d'Europe, et on a retenu un serpent, une morsure d'aspic au creux du sein. Sauf que les médecins modernes sont formels. Un serpent ne produit pas assez de venin pour tuer à coup sûr. Ce détail romantique est probablement faux. Cette femme s'appelait Cléopâtre. Et presque tout ce qu'on croit savoir d'elle a été écrit par l'homme qui l'a détruite. Dans cet épisode, on va démonter le portrait. Pas la sainte, pas la femme fatale. Une chef d'État de génie, dernière souveraine d'un empire de 3000 ans, qui a perdu la dernière partie, et que le vainqueur a effacé. Cléopâtre naît à Alexandrie en l'an 69 avant Jésus-Christ, et la première chose à comprendre sur elle, c'est qu'elle n'a presque rien d'égyptien. Sa famille, les Ptolémées, descend d'un général grec d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre meurt, en 323 avant Jésus-Christ, ses généraux se partagent son empire. L'un d'eux, Ptolémée, prend l'Égypte, et sa lignée va régner sur le pays pendant près de 3 siècles. Mais cette dynastie grecque ne se mélange pas. Pour garder le sang pur et le pouvoir dans la famille, les Ptolémées pratiquent l'inceste de façon systématique. Frères et sœurs se marient entre eux, génération après génération. Cléopâtre est elle-même le fruit de plusieurs mariages consanguins, et cette famille est d'une violence inouïe. Chez les Ptolémées, on assassine son frère, sa sœur, sa mère, pour monter sur le trône. C'est presque une tradition. Cléopâtre grandit là-dedans, dans un palais magnifique, au bord de la Méditerranée, dans la ville la plus savante du monde antique, avec sa célèbre bibliothèque, mais aussi dans un nid de serpents où la survie dépend de l'intelligence et de la ruse. Son père, Ptolémée XII, était un roi faible et méprisé. On le surnommait le joueur de flûte. Pour garder son trône, il avait emprunté des sommes colossales à Rome et payé pour qu'on le rétablisse par la force. Pendant son exil, sa propre fille aînée, Bérénice, la sœur de Cléopâtre, s'était emparée du pouvoir. À son retour, il l'a fait exécuter. Voilà le monde dans lequel Cléopâtre apprend la politique. On y tue en famille. À la mort de son père, en 51 avant Jésus-Christ, elle a 18 ans. Le testament la place sur le trône avec son jeune frère Ptolémée XIII qu'elle est censée épouser. Très vite, c'est la guerre entre eux. Son frère la chasse d'Alexandrie. À 18 ans, Cléopâtre est déjà reine, est déjà en fuite. Et le mythe le plus tenace, c'est celui de la beauté fatale. La plus belle femme de l'Antiquité. Le visage qui a fait basculer l'histoire. Le problème, c'est que les preuves disent le contraire. On possède des pièces de monnaie frappées de son vivant à son effigie, validées par elle. Et le visage qu'on y voit n'a rien d'une beauté de cinéma. Un nez fort, presque busqué, un menton lourd et avancé, des traits marqués, anguleux, rien à voir avec Elizabeth Taylor. Alors d'où vient sa réputation ? D'un texte. Plutarque, l'historien grec, écrit plus d'un siècle après sa mort que sa beauté, en elle-même, n'était pas incomparable. Ce qui frappait, dit-il, c'était sa présence, sa voix, qu'il décrit comme un instrument de musique, sa conversation, son intelligence. Voilà le vrai pouvoir de Cléopâtre. Elle parlait au moins 7 langues, peut-être 9. Le grec, sa langue maternelle, l'égyptien, et c'est énorme. En près de 300 ans, elle est la seule de toute sa dynastie à avoir appris la langue du peuple qu'elle gouvernait. Tous ses ancêtres avaient régné sur l'Égypte sans parler égyptien. Elle maîtrisait aussi l'hébreu, l'araméen, des langues d'Arabie, d'Éthiopie, de Perse. Elle pouvait négocier avec n'importe quel ambassadeur sans interprète. Un avantage diplomatique colossal. Elle était formée aux mathématiques, à l'astronomie,
à la philosophie, à l'art de gouverner. La beauté fatale est une paresse. La vérité est plus dérangeante. Cléopâtre n'a pas séduit par son visage. Elle a séduit par son cerveau. 48 avant Jésus-Christ. Cléopâtre est en exil, chassée par son frère, et Jules César, le maître de Rome, débarque à Alexandrie en pleine guerre civile romaine. Cléopâtre comprend immédiatement que cet homme est sa seule chance de reconquérir son trône. Mais elle ne peut pas entrer dans le palais. Son frère contrôle la ville et la ferait tuer. Alors, elle invente une mise en scène devenue légendaire. Elle se fait livrer à César, enroulée dans un sac de literie, porté sur l'épaule d'un serviteur fidèle. La légende parlera plus tard d'un tapis. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'audace. Elle apparaît devant le maître du monde par surprise, sortie d'un ballot, à 21 ans. César est conquis, pas seulement séduit, convaincu. Il rétablit Cléopâtre sur le trône. Une guerre éclate, le frère meurt, noyé dans le Nil. Cléopâtre devient la reine incontestée d'Égypte, alliée à l'homme le plus puissant de la planète. De cette relation naît un fils, Césarion, le petit César. Un enfant qui mêle le sang des Ptolémées et celui du maître de Rome, un symbole politique explosif. Cléopâtre suit même César à Rome, où elle s'installe dans une de ses villas. Sa présence scandalise. Une reine étrangère avec un fils qui pourrait prétendre à l'héritage de César. César va même plus loin. Il fait ériger une statue dorée de Cléopâtre dans un temple de Rome, juste à côté de celle de la déesse Vénus. Une reine étrangère presque divinisée en plein cœur de la République. Pour beaucoup de Romains, c'est un scandale insupportable. Puis en 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné. En plein Sénat, 23 coups de poignard. Cléopâtre perd son protecteur, elle rentre en Égypte, et la partie recommence à zéro. Deuxième grand mythe. Cléopâtre la séductrice. La manipulatrice qui aurait ensorcelé 2 Romains pour assouvir son ambition. La femme fatale qui détruit les hommes. Ce portrait existe, mais il faut savoir qui l'a peint. Il a été fabriqué par un seul homme, Octave, le futur empereur Auguste, le rival mortel de Marc-Antoine, le nouvel amant de Cléopâtre. Octave avait un problème politique. Il voulait écraser Antoine, un Romain immensément populaire. Mais déclarer la guerre à un compatriote, c'était risquer une nouvelle guerre civile, après des décennies de sang. Alors il a déplacé la cible. Il a transformé le conflit en croisade contre une menace étrangère. Une reine orientale manipulatrice qui aurait envoûté un noble romain pour le retourner contre Rome. Antoine n'était plus un ennemi. Il était une victime, une marionnette aux mains de la sorcière égyptienne, et Octave avait du grain à moudre. Quelques années plus tôt, lors d'une cérémonie fastueuse à Alexandrie, Antoine avait distribué des territoires romains à Cléopâtre et à leurs enfants, les couronnant rois et reines de provinces entières. On a appelé ça les donations d'Alexandrie. Un général romain qui offre des morceaux d'empire à une reine orientale. Pour Rome, c'était la preuve de la trahison. C'était de la propagande de guerre, brutalement efficace. La réalité est différente. Cléopâtre était une chef d'État qui jouait la survie de son royaume. L'Égypte était riche, mais militairement faible face à Rome. Sa seule stratégie pour rester indépendante, c'était de s'allier aux Romains le plus puissant du moment, César puis Antoine. Ce n'étaient pas des coups de foudre d'adolescente, c'était des décisions de souveraine. Et ça a marché pendant 20 ans. 20 ans pendant lesquels l'Égypte est restée libre, quand tous les autres royaumes tombaient les uns après les autres dans l'escarcelle de Rome. La séductrice était en réalité la dernière à résister. Pendant qu'on la réduit à ses amours, on oublie l'essentiel. Cléopâtre a gouverné, vraiment gouverné. L'Égypte qu'elle dirige est une puissance économique énorme, le grenier à blé de la Méditerranée. Et elle gère cet État avec une main ferme. Elle dévalue la monnaie au bon moment pour soutenir l'économie. Elle contrôle le commerce, les taxes, les exportations de blé et de papyrus. Quand le Nil connaît des crues insuffisantes et que la famine menace, elle organise la distribution des réserves de grains.
Les documents administratifs de son règne montrent une souveraine impliquée dans les moindres détails. On a même retrouvé un papyrus officiel portant, peut-être, sa propre écriture. Un seul mot, en grec, au bas d'un décret. Ginesto. Qu'il en soit ainsi. La main d'une reine qui décide. Côté intime, elle est mère de 4 enfants. Césarion, le fils de César. Puis 3 enfants avec Marc-Antoine, dont des jumeaux, un garçon et une fille, qu'il nomme Soleil et Lune. Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Sa relation avec Antoine dure plus de 10 ans. Ce n'est pas qu'un calcul. Ils vivent ensemble, font la fête ensemble, forment même un club qu'ils appellent avec ironie les Inimitables. Les contemporains décrivent une vraie complicité. Une anecdote rapportée par Pline résume leur démesure. Lors d'un banquet, Cléopâtre aurait parié qu'elle pouvait dépenser une fortune en un seul repas. Elle aurait alors retiré une perle d'une valeur inestimable de son oreille, l'aurait dissoute dans du vinaigre et l'aurait bu d'un trait. Vrai ou exagéré, l'histoire dit quelque chose de juste. Cette femme savait que le spectacle du pouvoir était une arme. Mais Cléopâtre n'oublie jamais ce qu'elle est, une reine. Et chaque enfant qu'elle met au monde est aussi une pièce sur l'échiquier, un héritier possible, une carte pour l'avenir de sa dynastie. 31 avant Jésus-Christ. Le piège se referme. Octave a trouvé son arme. Il met la main sur le testament de Marc-Antoine, déposé chez les Vestales à Rome. Il le rend public. Le document révèle qu'Antoine veut être enterré à Alexandrie, auprès de Cléopâtre, et qu'il reconnaît Césarion comme héritier légitime de César. Pour Rome, c'est une trahison. Antoine a choisi l'Égypte contre sa patrie. Octave obtient ce qu'il voulait. Le Sénat déclare la guerre. Pas à Antoine, à Cléopâtre, à la reine étrangère. Le choc final a lieu en mer, au large d'Axiome, sur la côte grecque. Une immense bataille navale. Et là, en plein combat, les choses tournent mal pour Antoine et Cléopâtre. Voyant la situation compromise, Cléopâtre fait demi-tour avec ses navires et fuit vers l'Égypte. Antoine la suit. Leur flotte est anéantie. La suite n'est qu'une longue agonie. Octave marche sur l'Égypte. En l'an 30 avant Jésus-Christ, il atteint Alexandrie. Antoine, croyant Cléopâtre morte, se jette sur son épée. Il meurt, dit-on, dans les bras de la reine. Cléopâtre, elle, refuse d'être exhibée enchaînée dans les rues de Rome lors du triomphe d'Octave. Une humiliation impensable pour une pharaone. Alors elle se donne la mort. La légende dit qu'elle s'est fait mordre par un aspic, un serpent caché dans un panier de figues. C'est l'image qui a traversé les siècles. Mais les historiens modernes en doutent fortement. Le venin d'un serpent est trop incertain, trop lent. Beaucoup pensent qu'elle a utilisé un poison qu'elle connaissait bien. Une reine instruite ne laisse pas sa mort au hasard. Quant à Césarion, le fils de César, le seul qui aurait pu un jour réclamer un héritage, Octave le fait traquer et exécuter. On lui prête cette phrase glaçante. « Il n'est pas bon d'avoir trop de César. La lignée des Ptolémées s'éteint dans le sang, comme elle avait commencé. Avec elle meurt un monde, Cléopâtre est la dernière pharaone. Après 3000 ans, l'Égypte des pharaons s'éteint. Le pays devient une simple province romaine, propriété personnelle d'Octave. Et le vainqueur va écrire l'histoire. Octave devient Auguste, premier empereur de Rome. Il a tout intérêt à présenter sa victoire comme le triomphe de la vertu romaine sur la décadence orientale. Cléopâtre devient le repoussoir parfait, la femme dangereuse, l'étrangère qui voulait corrompre Rome, la séductrice qui a perdu un grand Romain. Les poètes de son règne, Horace, Virgile, Properce, reprennent le portrait. Ils en font un monstre fascinant. Et ce portrait va se transmettre presque intact pendant 2000 ans. Pourtant, même ses ennemis ont fini par flancher. Le poète Horace, qui la traitait de reine folle de son vivant, a écrit après sa mort une ode presque admirative, saluant le courage avec lequel elle avait choisi de mourir libre, plutôt que d'être traînée en captive dans Rome. La concession est tardive, mais elle est révélatrice.
Shakespeare en fait une héroïne tragique, dévorée par la passion. Hollywood la transforme en icône glamour avec le visage d'Elizabeth Taylor. À chaque époque, on l'a réinventée selon ses fantasmes, mais presque toujours à travers le même prisme, son corps, ses amours, sa séduction. Et pendant ce temps, on oublie la souveraine, la polyglotte, la diplomate qui a fait jeu égal avec Rome pendant 20 ans, la gestionnaire d'un empire, la seule de sa dynastie à avoir parlé la langue de son peuple. Cléopâtre n'a pas perdu parce qu'elle était une femme amoureuse. Elle a perdu parce qu'elle affrontait la machine militaire la plus puissante du monde et qu'elle a joué jusqu'au bout. Le vrai scandale, ce n'est pas qu'elle ait séduit des Romains. C'est qu'on ait laissé son ennemi raconter sa vie à sa place.